En manchette ce soir, panne majeure d'Internet de Vidéotron dans la région. Les services devraient revenir d'ici 20h. Le taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue reste alarmant. Et la revitalisation des villes et villages au cœur des préoccupations. Bon début de soirée et bienvenue au TVA Nouvelles. La remorque d'un véhicule lourd a pris feu ce matin sur la route 117. L'incident, qui demeure encore inexpliqué, s'est produit dans le secteur du lac Kamatoz, au kilomètre 372 de la réserve faunique La Vérandrie. L'incendie s'est déclaré vers 6h15 ce matin, alors que le camion traînait une remorque chargée de véhicules neufs. Le conducteur aurait toutefois eu le temps de se ranger sur l'accotement et de se départir de la cargaison qui était en flammes. Personne n'a été blessé dans l'incident. Une enquête est d'ailleurs en cours pour déterminer les causes exactes du brasier. Et d'ailleurs, en lien avec l'accident, les flammes ont brûlé de la fibre optique de Vidéotron sur un poteau. Une panne majeure a donc affecté le réseau du fournisseur Internet de 7h ce matin jusqu'à 16h30, et ce, un peu partout dans la région. Une interruption des services Internet et Helix Télé était en cours jusqu'à ce que les équipes de Vidéotron aient rétabli le tout. Et toujours dans les faits divers, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi une importante quantité de drogue à du parquet. Et au total, les autorités ont mis la main sur près de 200 cigarettes de contrebande, plus de 300 grammes de cannabis illicite, de la cocaïne, plus de 250 comprimés de méthamphétamine et plus de 700 comprimés de médicaments sous ordonnance, sans oublier du matériel servant à la vente de stupéfiants. L'opération s'est déroulée dans une résidence de la rue Lassard vendredi dernier et a mené à l'arrestation d'un homme âgé de 57 ans. L'homme pourrait faire face donc à des accusations reliées au trafic de stupéfiants ainsi qu'à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Ce dernier a été libéré mais devrait revenir à la cour pour la suite des procédures. On va parler maintenant d'un constat très alarmant. En pleine semaine de la prévention du suicide, l'Institut national de santé publique du Québec a dévoilé un portrait des comportements suicidaires. Et ici, en Abitibi-Témiscamingue, la situation demeure préoccupante depuis quelques années. Qu'Emilia Laliberté. Dans les 5 dernières années, le nombre de suicides en Abitibi-Témiscamingue a oscillé entre 21 et 38. Même si le taux semble se stabiliser, tout comme ailleurs dans la province, c'est une situation qui inquiète. C'est une tendance que je remarque, effectivement. Moi, ça fait longtemps que je suis ici au centre. Le suicide a toujours été beaucoup bien important au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est toujours préoccupant parce que pour nous, qu'il y ait un suicide, c'est toujours un de trop. Fait que peu importe la quantité qu'il y a, c'est toujours préoccupant. Selon le dernier portrait 2024 des comportements suicidaires de l'INSPQ, c'est plutôt les consultations dans les hôpitaux qui semblent avoir grimpé dans la région. En 2023, 140 personnes ont obtenu des soins à l'urgence et 996 les ont consultés en raison d'idées suicidaires. D'autres ont heureusement pu bénéficier de services d'aide dans la région. Ici, on reçoit les gens. On donne de l'aide directement à la personne. On aide aussi beaucoup les endeuillés par suicide, parce qu'on sait que lorsqu'il y a un suicide, il y a beaucoup de personnes, au moins 7 à 8 personnes affectées autour. Dans la dernière année, notre année financière n'est pas terminée. Nos dernières statistiques étaient au 30 novembre. On avait à peu près 280 demandes d'aide, autant pour des personnes suicidaires, des gens de l'entourage ou des endeuillés. En pleine semaine nationale de la prévention du suicide, des organismes mettent les bouchées doubles pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes. C'est certain que pour nous, cette année, le thème vaut mieux prévenir que mourir. Donc, le but, c'est de mobiliser la population à parler de la problématique du suicide. Donc, c'est s'informer. Fait que nous, ce qu'on a organisé cette année, c'est plusieurs kiosques d'information. Ce qu'on veut durant cette semaine, c'est vraiment d'informer le plus possible, c'est avoir de la visibilité, prévenir le suicide en distribuant des articles promotionnels avec les numéros de téléphone et aussi des outils de dépistage. C'est ce qui est important. L'application Réseau, qui a d'ailleurs été créée ici même dans la région, offre une panoplie de ressources pour les personnes qui pourraient avoir des idées suicidaires ou leurs proches. Avec Réseau, nous, on fait de la prévention, sensibilisation dans les écoles. On va parler de saines habitudes de vie en santé psychologique avec les jeunes, mais c'est également un outil qui peut être utilisé par les intervenants
en contexte de 1 à 1 pour se faire un plan d'action avec des gens qui rencontrent des difficultés et pas uniquement au niveau de la prévention du suicide, mais au niveau de tout type de crise qu'une personne pourrait traverser. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Dans un autre dossier, une trentaine de représentants de partout au Québec se sont réunis ce matin pour demander au gouvernement du Québec de tenir sa promesse de soutenir les cœurs de villes et villages. D'ailleurs, la Chambre de commerce de Val-d'Or souhaite voir des engagements pour l'avenir des villes et villages. Yoann Carrière. À l'aube du dépôt du budget provincial 2024-2025, une trentaine de représentants de partout au Québec demandent au gouvernement de ne pas oublier sa promesse de soutenir les cœurs de villes et villages des différentes régions du Québec. À plusieurs égards, je pense que les villages et les villes au Québec sont dans l'œil de la tempête. Quand on parle d'itinérance, quand on parle d'inflation, quand on parle de changement des habitudes de travail, de la concurrence, alors ils sont vraiment au cœur de l'action. Il est notamment question d'aider à revitaliser les centres-villes et d'aider à régler les enjeux d'itinérance et de délinquance. Des enjeux qui touchent la ville de Val-d'Or depuis quelques années. La directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis, fait d'ailleurs partie de ce regroupement qui interpelle le gouvernement. Tous ensemble, on ne met pas le singe sur l'épaule de quelqu'un, mais on veut tous ensemble contribuer à la qualité de vie de notre réalité, de notre cœur de centre-ville. Les différents représentants s'entendent toutefois pour dire qu'il n'y a pas que le gouvernement du Québec qui est responsable de la revitalisation des milieux. Celle-ci doit passer par des intervenants locaux, comme à Val-d'Or où la ville a lancé un programme pour inciter les citoyens à fréquenter son centre-ville. Le rôle demandé au gouvernement est donc de soutenir ces efforts locaux. Souvent, une aide financière va faire pencher la balance, puis va faire en sorte qu'on va créer un dynamisme et une complémentarité. D'ailleurs, selon Hélène Paradis, il y a une forte mobilisation régionale pour la revitalisation du centre-ville de Val-d'Or. Il y a une programmation, il y a vraiment du monde qui s'implique puis qui y croit. On a eu des ambassadeurs l'année passée. Tu sais, il faut amener un vent d'amour, un vent de fraîcheur. Il faut s'entraider, puis il faut l'habiter, ce centre-ville-là. C'est 470 millions que le gouvernement Legault avait promis lors de la dernière campagne électorale pour aider les villes et villages à offrir des services de proximité. La trentaine de représentants espèrent donc encore voir des actions concrètes et à grande échelle afin de maintenir cette promesse. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Ouais, d'ailleurs, le budget sera déposé en mars prochain. Dans un autre dossier, le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé aujourd'hui sa démarche de réflexion et d'action collective 2024-2025. Ça s'est passé au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et ces démarches et le coup d'envoi pour relancer les activités de l'organisme. Les détails avec Kimberly Hall. S'allier avec plusieurs partenaires pour faire rayonner la région, c'est l'objectif principal à long terme que se donne le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. 3 axes d'action ont été établis pour développer ce projet. Le premier, c'est vraiment lié à la réflexion, donc mettre les gens ensemble, penser à notre région, à ce qu'on souhaite, c'est quoi nos aspirations, puis sur une vision qui peut être très proche, mais aussi élargie que sur une centaine d'années. Ensuite, le deuxième axe, c'est vraiment axé sur la découverte des initiatives locales. Donc, on veut savoir ce qui se passe, voir les initiatives inspirantes, faire échanger les gens, mais aussi voir ce qui se fait dans d'autres régions pour pouvoir s'inspirer. Et finalement, on va travailler sur un dossier prioritaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se concerter et de tourner tout ça vers des actions concrètes en lien avec la thématique du logement. Les partenaires qui vont aider à atteindre ce plan de démarche sont le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Espace entrepreneuriat collectif, Tourisme Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Fondation Lucie et André Gagnon. La présidente du CRDAT est satisfaite que plusieurs types d'experts se joignent à la cause. C'était essentiel que l'ensemble des partenaires régionaux se reconnaissent dans la démarche. Puis aujourd'hui, on est content d'être assis avec ces partenaires-là pour venir la présenter. Et puis, il y a déjà d'autres partenariats aussi qui sont en discussion. Donc, c'est certain que ça va être en développement vu que l'initiative, elle est complètement ouverte. Alors, on souhaite accueillir les gens, les intéresser à s'impliquer. Pour cette année, tous les partenaires ont investi un montant de 110 000 $ pour la réalisation des activités. De leur côté, la Fondation Lucie et André Gagnon a décidé d'apporter une plus grande contribution financière puisque ce projet leur tient particulièrement à cœur.
La Fondation a contribué à 250 000 $ à cette démarche-là sur quelques années. Donc, c'est un premier soutien, mais on va rester très près et très impliqués pour suivre finalement leur élan et leurs besoins par la suite. Donc, la Fondation, c'est un de ces actes de soutien importants, de soutenir les collectifs qui veulent contribuer au bien-être de leur région. Donc, c'est pour ça qu'on est très content d'être partenaire de cette démarche-là. Jacqueline Bégin, président de la Conférence des préfets, est confiant que ce genre de projet va grandement contribuer à l'épanouissement de la région. C'est un avantage pour l'Abitibi-Témiscamingue, au même titre que Loisirs et Sports à Abitibi-Témiscamingue et d'autres. Vraiment, il apporte... C'est toujours important d'avoir des lieux de concertation. Le CRDAT veut faire une tournée régionale un peu partout en Abitibi-Témiscamingue pour faire connaître son plan. L'organisation souhaite aussi créer des comités pour s'attaquer aux 3 objectifs de la démarche. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans le monde du travail, c'est peut-être votre cas, mais tout près de 20% des travailleurs de la région pratiquent le télétravail dans le cadre de leurs fonctions, selon le plus récent portrait en la matière de l'Institut de la statistique du Québec. Et l'Abitibi-Témiscamingue est d'ailleurs l'une des régions avec le taux de télétravail le plus bas dans la province. L'ISQ explique cette plus faible proportion en raison du type d'emploi dans la région qui plutôt axé sur l'exploitation des ressources naturelles. Et à titre de comparaison, l'Outaouais et Montréal, qui sont 2 régions où les emplois sont du domaine des services, eh bien, ils ont tous les 2 des taux de télétravail de plus de 45%. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, faites-vous du télétravail? Vous avez été plutôt nombreux aujourd'hui à nous répondre en nous disant oui à 59%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La première édition du Boréal Show a été dévoilée au grand public. L'événement se déroule le 20 juillet à l'Aréna Nicole Otto de La Sarre. On vous dit tout dans un instant. Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Organisée par la SADC d'Abitibi-Ouest en collaboration avec Service Québec, la formation donnée par Jacol Finance et Fiscalité a permis à une quarantaine de représentants d'entreprises de s'approprier les règles fiscales pour les impôts 2023. La connaissance des enjeux fiscaux est essentielle à la saine gestion des entreprises et des organismes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et c'est demain qu'a lieu à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda la 2e édition du Festival du Jamais lu mobile. Oui, Mélissa, on a été à la rencontre de l'autrice Isabelle Rivet qui nous a présenté un de ses textes intitulé « Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien ». Voici l'entrevue en intégrale. Le festival Jamais lu a ses antennes là, un peu partout dans la francophonie. Il y a le Jamais lu Montréal, le Jamais lu Québec, dans les Antilles aussi, à Paris. Et là, c'est le Jamais lu mobile. Donc, le Jamais lu mobile, finalement, veut rejoindre différentes régions du Québec, dont l'Abitibi-Témiscamingue. On va voir, c'est 2 comédiennes qui vont lire ce texte-là. Donc, on est vraiment encore dans un texte qui, je dois le dire, là, est encore en chantier, est en construction. Je vais raffiner des choses, je vais continuer de travailler. Puis je pense que c'est ça qui est assez exceptionnel dans le cadre du Jamais lu. C'est une opportunité pour des auteurs, des autrices de laisser beaucoup de place au processus d'écriture. Le deuil blanc, en fait, c'est le deuil d'une personne qui est encore en vie. On pourrait lui donner toutes sortes de spécificités, là, mais grosso modo, une personne qui a une maladie dégénérative, par exemple, là, dans le texte, c'est le cas du personnage de la mère qui vit avec une neurodégénérescence. Donc, à ce moment-là, la personne a déjà perdu une partie de son identité, de ses repères.
pour les proches, ça devient aussi difficile parce qu'on l'aime toujours autant, cette personne-là, mais on ne la reconnaît plus. Donc, c'est un enchaînement de petits deuils qui nous mène inévitablement vers un décès, où là, il y a le deuil final, finalement, qui se passe. Donc, c'est une façon d'embarquer dans le deuil, mais avec, c'est ça, l'image que j'ai, c'est un pansement qu'on enlève délicatement, mais qui fait pas moins mal. Ma maman est tombée malade de façon assez fulgurante au tout début de la pandémie, donc en mars 2020. On la reconnaissait plus et j'ai trouvé l'état de choc dans lequel on a été plongé. Puis après ça, toute la phase où on l'a accompagnée, ça m'a amené quand même à réfléchir sur, au-delà du deuil, le concept de la disparition. Parce que, puis dans le texte, c'est un peu ça, l'idée de dire, bien, il y a peut-être encore pire que de mourir, disparaître, et peut-être un drame davantage. Fait que qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse aux proches? Quelles traces on laisse dans l'humanité? Puis ça a-tu vraiment une importance quand on se recule et on regarde l'humanité dans sa globalité? Donc, oui, c'est des questions de deuil, mais il y a des questions existentielles sur la vie, la mort, la disparition. Puis finalement, l'amour. Et Stéphanie, la première édition du Boréal Show s'en vient dans la région. Oui, on aime tellement ça, Mélissa. Des beaux événements comme ça va se dérouler le 20 juillet prochain à l'Aréna Nicoloto de Lassar. C'est au profit de la maison de soins palliatifs, le Passage de l'Aurore. Vous êtes donc invités pour la bonne cause. Et il faut savoir aussi qu'on a 3 artistes qui seront sur scène, dont les Frères Moreau, hommage à Bob Bissonnette, salut Bob Gorgé, ainsi que Lendemain de veille. On n'oublie pas que la mission est de rassembler l'Abitibi-Témiscamingue. La musique, du fun, des beaux rassemblements. On espère unir un peu l'Abitibi-Ouest, la faire bouger. Même Abitibi-Témiscamingue, je dirais plus large. Là, on veut amener Val-d'Or, Amos, Lassar, tout le monde là, à bouger puis à s'impliquer aussi. Je pense que c'est un manque qu'on a, puis on en a besoin de monde qui s'implique là, puis qui font bouger aussi là, notre petite région. Le club de motoneige d'Amos perd un droit de passage à Saint-Dominique-du-Rosaire en raison de comportements délinquants de certains motoneigistes qui font du hors-piste. On vous explique le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le club de motoneige d'Amos perd un droit de passage à Saint-Dominique-du-Rosaire. Et ça, c'est en raison de comportements délinquants de certains motoneigistes qui ont fait du hors-piste. Ceci engendre donc la fermeture d'une partie du sentier 396. C'est du moins ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux en matinée. D'ailleurs, l'organisation informe que ce passage a toujours été fragile depuis le début de la saison. Plusieurs alternatives ont été convenues avec le propriétaire du terrain pour garder la piste ouverte, mais sans succès. Dans une autre discipline, Mathieu Julien Côté et Serge Saint-Germain conservent tous les deux leur titre de grand champion du tournoi Double Open de curling à Lassar. Présenté ce week-end, cette 8e édition regroupait un total de 12 équipes qui performaient dans un total de 3 classes. La classe B a été remportée par le duo père-fille formé par René et Marie-Ève Racicot de Lassar. Et pour la classe C, l'équipe formée par Bernard Bégin et Gino Anctil a remporté son duel pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix.
Et la météo Stéphanie, la neige revient dans le paysage. Oui, Mélissa, pour ce soir et cette nuit, on a droit à de la faible neige intermittente ou de la bruine verglaçante, minimum de -5 en Abitibi et -3 au Témiscamingue. Demain, on peut s'attendre au même scénario pour l'ensemble des secteurs. On a de la neige et de la bruine verglaçante, maximum de 0 au nord et 4 degrés. Au sud, il y a un aperçu maintenant pour jeudi, c'est alternance de soleil et de nuages pour l'ensemble du territoire. Maximum de +4, soyez très prudents dans vos déplacements. Effectivement, merci Stéphanie. Je termine en soulignant que pour la première fois de la saison, les Huskies de Rouyn-Noranda sont exclus du top 10 des équipes au Canada, selon la Ligue canadienne hockey. On rappelle que la Meute a subi la défaite à leurs 2 derniers matchs. Sur ce, merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et puis on se retrouve demain.